On voit maintenant le déterminant d'un endomorphisme. E est un cas espace vectoriel de dimension finie n supérieure ou égale à 1, phi une forme linéaire n alternée non nulle, U un endomorphisme de E, et on considère phi U de E puissance n dans K, qui au n uplet xi associe phi du n uplet U de xi, c'est-à-dire phi de U de x1, U de x2 jusqu'à U de xn. Eh bien, cette application phi U est n linéaire alternée. Alors, on va d'abord démontrer la linéarité. On prend xy appartenant à E, lambda appartenant à K, et puis aussi une famille xi. On s'intéresse à phi U, à la ième, ce que j'ai appelé phi U i. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la ième composante, et à cette ième composante, on va mettre le vecteur x plus lambda y. Donc ça me fait phi de U de x1, ça ne bouge pas, ça, et c'est là que ça bouge. Et on met U de x plus lambda y, puis ensuite pour les autres, c'est toujours les U de xk. Ça fait U de x plus lambda U de y, vu que U est un endomorphisme. Donc ça va faire phi de U de x1, etc. Ici U de x, puis ensuite U de xi plus 1 jusqu'à U de xn. Donc ça c'est phi UI de x, plus, et le lambda ici on va le sortir, U de x1 jusqu'à U de xi moins 1, puis ensuite U de y, puis ensuite U de xi plus 1 jusqu'à U de xn. Donc ça fait ça. Et donc je vois que phi U i est linéaire. D'accord, quand ça s'intéresse à la ième composante. Ceci dit, quel que soit i entre 1 et n, et donc ça répond à la linéarité. Pourquoi est-elle alternée? Eh bien, on choisit i inférieur à j, tel que xi égale xj, et là encore, on s'intéresse à phi u des xk. Alors donc, ça va faire phi de u de x1, etc. Puis là, j'arrive à u de xi au rang i, u de xj au rang j, puis ça finit par u de xn. Mais u de xi est égal à u de xj. Pourquoi? Parce que xi est égal à xj. Donc ici, on a le même vecteur ici. Donc c'est égal à 0. D'accord? Donc on a bien une forme n linéaire alternée. L'ensemble A' des formes n linéaires alternées, on sait que c'est une droite. Et comme phi est différent de 0, eh bien, A' est engendré par phi. Et donc, on peut écrire que phi u, j'aurais pu écrire A' c'est phi. Voilà. Donc, on peut écrire que phi u, qui est une forme n linéaire alternée, est un certain nombre de fois phi. Alors, ce terme, un certain nombre de fois, a priori, il dépend de u et de phi. C'est pour ça que je le note lambda u phi. D'accord? Alors maintenant, j'en prends une autre forme linéaire alternée que j'appelle psi, non nulle aussi, d'accord? Donc elle aussi, elle va, comme phi engendre A', psi va être égal à un certain alpha fois phi, d'accord? Et donc, psi u, alors c'est la même notation que j'avais ici, hein, psi u d'une famille xi, ça va être psi de la famille u de xi, d'accord? Et comme psi est égal à alpha phi, ça va faire alpha phi des u de xi, d'accord? Bon, et donc ça va faire alpha phi u des xi, puisque phi de u des xi, c'est phi u des xi. Okay. Et donc, ça va faire alpha, ça implique, hein, ça c'est vrai, quelle que soit la famille xi. Donc, psi u va être égal à alpha phi u. D'accord? Bon, mais psi u, ça va donc être égal à alpha, et phi u, je sais que c'est lambda u phi fois phi. Et ce alpha fois phi, je sais que c'est psi. Donc, ça fait lambda u phi fois psi. D'accord? Lambda u psi fois psi. Mais je sais que psi u, lui aussi, il est égal à lambda u psi fois psi. Donc je vois que ce lambda-là va être égal à celui-là. Autrement dit, lambda u psi est égal à lambda u phi pour deux formes bilinéaires, n linéaires alternées, non nulles. Donc ça veut dire que ce lambda-là, il dépend que de u, mais il ne dépend pas de phi. Voilà ce que ça signifie. Il ne dépend que de u.
eh bien on va le noter déterminant de U. Voilà, cette constante-là, on va la noter déterminant de U. Propriété, U étant un endomorphisme, det de U est l'unique scalaire tel que, quelle que soit une forme n linéaire alternée phi, et quelle que soit une famille xi, enfin des n uplets, eh bien phi de U de xi est égal à det de U multiplié par phi dxi. En fait, c'est exactement ce que j'avais ici. Phi U dxi, ben c'est phi U qui est égal à ça que j'ai appelé det de U multiplié par phi dxi. Voilà. Si B maintenant est une base de E et si U est un endomorphisme, det de U va être égal au déterminant des U de xi relativement à la base B. Démonstration, on prend phi égale déterminant dans la base B. Ça, on sait que c'est une forme n linéaire alternée. Et donc, phi U, évidemment, alors on a la relation phi U égale det de U fois phi. Ça, c'est toujours vrai, quelle que soit une forme linéaire alternée. Alors évidemment, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est vrai, ça reste évidemment vrai si phi est égal à 0. Pour la démonstration, phi était différent de 0, mais c'est toujours vrai ça. Parce que sinon, ça fait 0 égale det de U fois 0, donc c'est bon. Donc on a ça, on va appliquer ça à phi. Donc ça va faire quoi? Ça va faire, alors phi c'est det dans B. Det dans B. De quoi? Eh bien comme c'est phi U, c'est des U de EI. D'accord? Est égal à déterminant de U multiplié par phi des EI. Voilà. Alors phi, donc ça va faire déterminant de U multiplié, et phi c'est quoi? C'est déterminant relativement à B des EI. Mais EI c'est la base B. Donc son déterminant c'est 1. Donc ça fait tout simplement déterminant de U. Donc j'ai démontré quoi? C'est que le déterminant de U est égal au déterminant de U des EI dans B. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Propriété suivante, enfin c'est pas une propriété, c'est une remarque. B étant la base EI de E et xi une famille de n vecteurs, là on sait qu'il existe un unique endomorphisme qui transforme chaque EI en xi. D'accord? C'est-à-dire U de EI égale xi, quel que soit I. Alors, le déterminant de U. Ben, le déterminant de U, il est égal au déterminant des U de EI dans B. Mais les U de EI, c'est les xi. Donc ça fera déterminant des xi dans B. Voilà. C'est-à-dire que quand je déterminant de U, il est égal à déterminant des xi dans B, quelle que soit la famille des xi. Dimension propriété. Si la dimension de E est égale à n, déterminant de I de E, c'est-à-dire l'identité de E, est égal à 1. Donc ça c'est évident. Je prends une base EI de E. Déterminant de I de E, ça va être le déterminant dans la base B de I de E des EI. Mais I de E des EI, c'est EI. Donc déterminant des EI dans B, ça fait 1. E est toujours un espace vectoriel de dimension n. Et U et V des endomorphismes de E. Petit 1, déterminant de V rond U égale déterminant de V fois déterminant de U. Petit 2, U est inversible si et seulement si déterminant de U est différent de 0. Et alors, déterminant de U moins 1, l'inverse de U, la réciproque de U, est égal à 1 sur déterminant de U. Démonstration du petit 1 d'abord, en prenant une base B égale EI de E, et en considérant la forme n linéaire alternée, déterminant suivant B, d'accord, que j'appelle phi. Alors phi de V rond U des EI, de la famille EI, c'est phi de V rond U des EI. Phi V rond U, je l'avais noté comme ça, c'est égal à ça par définition. Et je sais que c'est égal à déterminant de V rond U fois déterminant des EI relatif à B.
Donc, ça va être déterminant de V rond U, parce que ce déterminant des EI par rapport à B, comme les EI sont les vecteurs de la base B, ça fait 1. Alors maintenant, je vais choisir de dire que, donc toujours ce phi de V rond U des EI, c'est-à-dire déterminant, alors c'est déterminant des V rond U des EI, eh bien je vais l'écrire déterminant de V des U de EI. D'accord? Bon, c'est pareil, hein. Et donc, mais là, ça me fait ressortir V. Et donc, je vais écrire que c'est déterminant de V fois déterminant des U de EI dans la base B. Donc, et là, je recommence avec U. Et ça, je dis que c'est déterminant de U fois déterminant des EI dans la base B. Déterminant des EI dans B, ça fait 1, pour la même raison que tout à l'heure. Donc, il reste déterminant de V fois déterminant de U, d'où le résultat. Petit 2, supposons que U soit inversible. Déterminant de U rond U-1 est égal à déterminant de l'identité qui fait 1. Et ça fait déterminant de U fois déterminant de U-1, qui est donc égal à 1. Et donc, ça veut dire que déterminant de U est différent de 0. D'accord? Et aussi que déterminant de U-1 est égal à 1 sur déterminant de U. La réciproque, eh bien, il faut donc démontrer que si déterminant de U est différent de 0, U est inversible, eh bien, je vais dire que déterminant de U, c'est déterminant des U de EI dans la base B. Donc, s'il est non nul, ça veut dire que U de EI, on sait que quand déterminant des xi, des vecteurs xi dans la base B, est différent de 0, ça équivaut à dire que les xi forment une base. Donc là, ça équivaut à dire que U de EI sont indépendants. Donc U de B est une base, hein, l'image des vecteurs de B est une base, et donc U est inversible. Je fais un petit résumé sur tout ce qu'on a vu, presque tout, pas tout à fait, sur les déterminants. Donc E, un cas espace de dimension n et une base B de E. Déterminant suivant B est l'unique forme n linéaire alternée phi qui vérifie phi de E1 jusqu'à En est égal à 1, ce qui veut dire que déterminant des EI suivant B est égal à 1, quelle que soit une base B égale EI de E. Quelle que soit la forme n linéaire alternée phi, phi est égal à phi de E1 jusqu'à En multiplié par déterminant suivant B. L'espace vectoriel des formes n linéaires est donc une droite vectorielle engendrée par déterminant suivant B, qui n'est pas nul, hein, puisque déterminant suivant B des EI est égal à 1. Quelles que soient deux bases B1, B2 de E, et quelle que soit une famille de n vecteurs de E, déterminant des UI suivant B2 est égal à déterminant des UI suivant B1, multiplié par déterminant de B1 suivant, déterminant de B1 suivant B2. Voilà. Quand je dis déterminant de B1 suivant B2, ça veut dire des vecteurs qu'il y a dans B1 suivant B2. Quelle que soit une famille xi n vecteurs de E, et quelle que soit une base B de E, déterminant des U de xi suivant B est égal à déterminant de U fois déterminant des xi suivant B. Déterminant de l'identité est égal à 1. Si U et V, alors ça c'est la propriété que j'ai vue ici, si U et V sont des endomorphismes, déterminant de V rond U est égal à déterminant de U fois déterminant de V. U est inversible si et seulement si déterminant de U est égal à 0, est différent de 0, pardon. Alors, déterminant de U-1 est égal à 1 sur déterminant de U. Et enfin, parce que je l'ai oublié, donc je l'ai rajouté, si UI est une famille de vecteurs de n, vecteurs de E, eh bien, c'est une base de E, si et seulement si, déterminant des UI relativement à une base B est différent de 0. Suite du cours sur les déterminants, on passe maintenant, après avoir vu les déterminants des vecteurs, les déterminants des endomorphismes, on voit les déterminants d'une matrice. Donc on a une matrice A de Mn de K, et dont les coefficients sont les AIJ. On considère une base B0, alors B0 égale EI, la base canonique de E égale K puissance n, je prends E égale K puissance n.
et je note CJ dans cette base, le vecteur qui a pour coordonnées, dont les coordonnées sont données par la colonne numéro J. D'accord? J étant entre 1 et N. Donc en gros, ça c'est le vecteur C1, C2 jusqu'à Cn. Déterminant de A, par définition, ça va être la somme, et c'est donc une formule qu'on connaît déjà, des sigma. Sigma c'est une permutation de Sn, hein, epsilon de sigma, signature de sigma, pi de j égale 1 à n des A sigma j, j. Autrement dit, c'est le déterminant des vecteurs Cj relativement à la base B. On va le noter comme ça. On a donc déterminant de IN, la matrice unité, qui va être égal à 1, parce que la matrice unité, ces vecteurs colonnes, c'est les EI. Donc c'est déterminant des EJ dans B. Et ça, on sait que ça fait 1. Soit A, une matrice d'ordre n, E, un K-espace vectoriel de dimension n, B, une base de E. On sait qu'il existe un unique endomorphisme tel que la matrice de U soit dans la base B, soit égale à A. Alors, déterminant de A est égal à déterminant de U. En effet, déterminant de U, c'est quoi? C'est déterminant des U de J suivant la base B. Mais U de J, ça va être CJ. Donc, dans la base B. Donc, déterminant de U va être le déterminant des CJ dans la base B. D'accord? Et déterminant des CJ dans la base B, ben, je pourrais écrire, hein, c'est ça. Et c'est donc déterminant de A. Voilà. Et donc, ici. Soit B, hein, une famille EI qui est une base de E. C'est l'inverse là maintenant. Je pars de E et j'introduis la matrice. Soit U un endomorphisme de matrice A relativement à B, alors déterminant de A égale déterminant de U. Bon, c'est évident vu ce que j'ai dit avant. Si A et B sont deux matrices d'ordre n, hein, alors déterminant de A fois B est égal à déterminant de A fois déterminant de B. A est inversible si et seulement si déterminant de A est différent de 0, et alors déterminant de A-1, l'inverse de la matrice, est égal à 1 sur déterminant de A. Démonstration, je prends E égale K puissance n avec sa base canonique, Fg appartenant à L de E de matrice A et B. Alors je sais que A fois B est la matrice de F rond G. Déterminant de A fois B va donc être égal à déterminant de F rond G, c'est-à-dire déterminant de F fois déterminant de G égale déterminant de A fois déterminant de B. A est inversible si et seulement si F, l'endomorphisme, est inversible, ce qui équivaut à dire que déterminant de F est différent de 0, donc déterminant de A est différent de 0. Et enfin, dans ce cas-là, la matrice de F-1, je sais que c'est A-1, d'accord? Donc le déterminant de A-1, c'est le déterminant de F-1, c'est-à-dire 1 sur déterminant de F, et donc 1 sur déterminant de A, et tout est démontré. Alors on peut calculer très facilement les déterminants des matrices diagonales ou triangulaires. Si A est une matrice triangulaire, son déterminant est égal au produit des éléments diagonaux. Idem si la matrice est diagonale, puisque une matrice diagonale est évidemment triangulaire. Donc on peut utiliser la formule générale. On peut aussi faire une démonstration par récurrence sur l'ordre de A. Alors là, j'utilise la formule générale en supposant qu'elle est triangulaire supérieure. Si I est supérieur à J, AIJ est donc égal à 0. Eh bien, ça veut dire que là, on a une somme avec des produits. Hein. Si sigma J est supérieur à J, A sigma J est égal à 0. Donc, prenons sigma, une permutation, et examinons ce produit. Il est non nul si et seulement si, quel que soit J, eh bien, on a sigma J inférieur ou égal à J. Donc, si J vaut 1, ça veut dire que sigma 1 doit être égal à 1. Puis ensuite, si J est égal à 2, sigma 2 doit être inférieur ou égal à 2. Alors, il ne peut pas être égal à 1, puisque sigma 1 est égal à 1 et que sigma est une bijection, donc il va être égal à 2. Puis, par une récurrence très simple, on montre que c'est vrai pour tout J, sigma J est égal à J
pour tout J entre 1 et n, je ne fais pas cette récurrence qui est immédiate. Donc en fait, sigma est alors l'identité. Donc ça veut dire que dans toute cette somme, les produits vont tous être nuls dès que sigma est différent de l'identité. Donc il va rester que sigma est égal à l'identité, sa signature vaut 1 et ça fait produit des A sigma j bar A jj. Voilà. Donc c'est vrai pour une triangulaire inférieure parce que si, on pourrait refaire la démonstration, mais on peut aussi dire que son déterminant est égal au déterminant de sa transposée, la transposée est triangulaire supérieure, son déterminant est égal, le déterminant de la transposée va être égal au produit des termes diagonaux, mais les termes diagonaux pour la transposée et pour la matrice de départ, c'est les mêmes. Donc on a le résultat. Un exemple, cette matrice diagonale triangulaire supérieure, 2 fois 1 fois moins 3 égale moins 6. Alors, dans ce résultat-là, le produit des termes diagonaux, on va retrouver un résultat connu. Si A est une matrice triangulaire, elle est inversible. Si et seulement si, ces éléments diagonaux sont tous nuls. En effet, elle est inversible si et seulement si le déterminant est différent de 0. Or, ici, le déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux. Il est différent de 0 si tous les éléments diagonaux sont différents de 0. Soit une matrice d'ordre n, petit 1, déterminant de A est linéaire par rapport à une colonne quelconque, les autres restant fixes. Petit 2, déterminant de A ne change pas si on ajoute à une colonne choisie une combinaison linéaire des autres. Petit 3, déterminant de lambda A égale lambda puissance n déterminant de A, quel que soit le scalaire lambda. Démonstration du petit 1, on prend la base canonique B égale EI de l'espace vectoriel E égale K puissance n. La matrice A, c'est une matrice AIJ. On la repère par rapport à ses colonnes et j'appelle donc CK le vecteur de E dont les coordonnées sont données par la colonne K. Déterminant de A, on sait, est égal à déterminant des vecteurs C1 jusqu'à Cn dans B. Phi, ça va être la forme n linéaire alternée déterminant de B. Alors, on fixe les CK et on choisit un rang J. Je reprends l'application partielle phi J que j'avais déjà vue, qui au vecteur V fait correspondre phi de C1 jusqu'à Cn, mais en remplaçant Cj par V. Je sais qu'elle est linéaire, on avait démontré, donc phi J de V plus lambda W égale phi J de V plus lambda phi J de W. Là, ça donne exactement que le déterminant d'en B de ça est égal à déterminant d'en B de ça plus lambda déterminant d'en B de ça. Et ça, c'est exactement la traduction du résultat. Petit 2, on fixe J, on remplace Cj par Cj plus une combinaison linéaire des autres CK, donc par V égale somme de K égale 1 à N, K différent de J des lambda K CK. Et donc, pareil, j'utilise phi J de Cj plus V est égal à phi J de Cj plus phi J de V. Mais alors, phi J de V, c'est quoi? C'est le déterminant, finalement, des CK. Mais au rang J, j'ai mis ce vecteur V. Autrement dit, ça va être un déterminant de n vecteurs qui sont liés, puisqu'il y en a un parmi eux qui est une combinaison linéaire des autres. Donc ça vaut 0. Donc finalement, j'obtiens phi J de Cj, c'est-à-dire que j'obtiens déterminant de A. Petit 3, quand on remplace CK par lambda CK, le déterminant est remplacé... Oui, alors, si je prends C1 par exemple, et que je remplace C1 par lambda C1, grâce à ce que j'ai vu avant, le déterminant est remplacé par lambda déterminant de C1, etc. Puis après, je refais ça avec C2. Ça va remultiplier encore par lambda, etc. Voilà. Et donc, au bout du compte, je multiplie lambda n fois, donc ça fait lambda puissance n. Mais bon, on peut faire une démonstration un peu plus propre par récurrence en considérant la propriété P de J pour J appartenant à, entre 1 et n, déterminant des lambda ck jusqu'à l'ordre, jusqu'au rang J, et puis ensuite je mets plus de lambda, et qui dit que c'est égal à lambda puissance J, déterminant de ça. D'accord? Eh bien, c'est vrai à l'ordre J égale 1, puisque quand on remplace C1 par... c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, quand on remplace C1 par lambda C1,
On sait que la matrice est multipliée par lambda. Supposons que ce soit vrai à l'ordre J, du coup je vais jusqu'à J plus 1 en multipliant par lambda. Celui-là, je le sors, donc ça fait lambda déterminant de lambda C1 jusqu'à lambda CJ, puis ensuite il n'y a plus de lambda. Mais d'après mon hypothèse de récurrence, ça fait lambda puissance J déterminant de C1 jusqu'à Cn. Et donc lambda fois lambda puissance J plus 1 déterminant de C1 jusqu'à Cn. Donc la propriété est vraie à l'ordre J plus 1. Et donc par le théorème de récurrence, elle est vraie quel que soit J entre 1 et n, en particulier pour J égale n, où ça me donne exactement le résultat. Voilà. Propriété suivante, si A est une matrice d'ordre n, le déterminant de sa transposée est égal au déterminant de A. Donc on prend une matrice A, sa transposée BIJ, les BIJ sont égaux à des AJ. Déterminant de TA, ça va être la somme pour sigma appartenant à Sn de signature de sigma fois le produit de 1 jusqu'à n des B sigma JJ, mais les B sigma JJ, c'est des AJ sigma J. Je considère l'ensemble des A'J pour dire que ça dépend que de J. Enfin, si, ça dépend de sigma, mais je fixe sigma. Hein. Donc, A'J est égal à AJ sigma J, d'accord, pour J allant de 1 à n. Et je prends une permutation de Sn, donc une bijection de 1n jusqu'à 1n. Bon, cette bijection, elle induit une bijection de vers E qui a A'J, à ceci A' de phi J. Ça c'est évident, vous y réfléchirez, mais c'est évident. D'accord? Donc f de E est égal à E, et le produit des éléments qui sont dans f de E va être égal au produit des éléments qu'il y a dans E. Donc le produit des A'J est égal au produit des A' phi de J, ce qui me fait que le produit des A phi de J phi rond sigma de J est égal au produit des AJ sigma J. Voilà. Alors maintenant je prends phi est égal à sigma moins 1, parce que là j'avais dit sigma il est fixé. Hein. Eh bien le produit des AJ sigma J va être égal au produit des A sigma moins 1 J, sigma moins 1 rond sigma en J qui fait J. Donc ça fait ça. D'accord? Voilà. Bon, alors, je reprends mon déterminant de la transposée. Il est égal donc à ça. Hein, avec tout ce que je viens de dire, là j'avais eu des passages à un moment donné, déterminant il était égal à ça, et de là je suis passé ici. D'accord? Donc j'ai bien trouvé ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, grâce à cette bijection, je vais remplacer sigma par sigma moins 1. Chaque sigma est en fait un phi moins 1 si on veut, hein, un unique phi moins 1. Donc ça me fait, mais je ne change pas les notations, je garde sigma bien sûr. Hein. Donc ça veut dire que, alors ça veut dire, oui je vais le faire à cette étape, d'abord je remplace sigma moins 1 par sigma, par epsilon de sigma moins 1, je vais dire que c'est égal, hein, ça c'est le epsilon de sigma, il est égal à epsilon de sigma moins 1. Pourquoi? Parce que sigma rond sigma moins 1 est égal à l'identité. Donc la signature de sigma fois la signature de sigma moins 1 est égale à 1. Donc ça veut dire que si sigma, si la signature de sigma c'est 1, ben, l'autre ça sera 1. Si la signature de sigma c'est moins 1, l'autre ça sera moins 1 aussi. Donc les deux signatures sont les mêmes. Donc je peux remplacer ça par ça. D'accord? Et maintenant seulement j'utilise cette bijection et je remplace chaque sigma qui a là-dedans par un sigma moins 1. D'accord? Donc ça devient A sigma J, J, epsilon sigma. Et là je tombe sur quoi? Eh bien je tombe exactement sur le déterminant de A. Et donc j'ai démontré que le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant. Alors, notation, si A est une matrice carrée d'ordre P, B une matrice carrée d'ordre Q, on forme, et L une matrice rectangulaire d'ordre PQ, C une matrice rectangulaire d'ordre QP, on peut former une matrice carrée M d'ordre P plus Q en les disposant de cette façon-là. Alors, je donne ici les relations qui permettent
d'exprimer les coefficients de la matrice M en fonction des coefficients de A, B, C et L. Bon, je n'insiste pas là-dessus, c'est évident avec ce dessin. Donc on sera amené à utiliser assez souvent ces schémas-là. Alors ici, par exemple, on a une matrice qui est comme celle-là, c'est-à-dire que la matrice A ici, c'est juste le coefficient 1, c'est une matrice 1, 1. Donc enfin, ce qui joue le rôle de cette matrice-là. La matrice B, A ici, bah, c'est la matrice B qui est ici. La matrice C, là, c'est une rectangulaire à une colonne avec que des zéros. Et la matrice L, c'est une matrice ligne avec avec Q terme, pardon. Puisque la matrice A est d'ordre Q. Donc A d'ordre Q, M est d'ordre Q plus 1, donc N. Et on va montrer que le déterminant de M est égal au déterminant de 1. Alors le déterminant de M, il est donné par cette formule, dans laquelle on va séparer les sigma qui vérifient sigma 1 égale 1 et ceux qui vérifient sigma 1 différent de 1. Et là, quand sigma 1, dans ce produit, il y a toujours M sigma 1, 1. Quand sigma 1 est différent de 1, ça veut dire que sigma 1, il va être il va aller de 2 jusqu'à n. D'accord ? Et à ce moment-là, les coefficients M de quelque chose, bah de toute façon, enfin, 2, 1, 3, 1 jusqu'à N1, ils sont nuls. Voilà. Ils sont nuls, donc en fait, le premier coefficient de ce produit est toujours nul quand sigma 1 est différent de 1. Donc ça veut dire qu'il ne reste que cette somme. Et j'appelle S'N l'ensemble des permutations de Sn vérifiant sigma 1 égale 1. Voilà. Alors, le M, du coup, pour ces permutations-là, sigma 1 égale 1, le M11, ben, je le sors. Et en plus, le M11, il vaut 1. Donc, il va rester ici, produit de 2 à N des M sigma K, K. Donc, soit F, l'application de S'N vers SQ, qui a sigma, qui correspond phi, tel que phi de K est égal à sigma K plus 1 moins 1. Alors, on va montrer que ça appartient à SQ et que phi est bien une permutation de SQ. Alors pourquoi ça appartient à SQ? Parce que quand K prend ses valeurs entre 1 et Q, K plus 1 prend ses valeurs entre 2 et Q plus 1, c'est-à-dire entre 2 et N. Alors, sigma de K plus 1 va donc prendre ses valeurs entre 1 et n, mais il ne prendra pas la valeur 1, puisque la valeur 1 est déjà prise par sigma 1. D'accord? Et sigma est une bijection. Donc, on arrive bien là, ça, ce résultat, c'est bien un entier sigma k plus 1, c'est un entier entre 2 et n. Donc, quand j'enlève 1, c'est un entier entre 1 et q. Donc, on est bien dans SQ. Après, c'est une bijection. Pourquoi? Parce que tout simplement, si phi de k est égal à phi de k', bah, sigma k plus 1 moins 1 égale sigma k' plus 1 moins 1. Donc ça fera sigma de k plus 1 est égal à sigma de k' plus 1. Donc k plus 1 est égal à k' plus 1 parce que sigma est une bijection. Donc k égale k'. Donc je suis bien dans SQ avec phi. Alors maintenant, pourquoi c'est une bijection? C'est une surjection parce que si je prends phi dans SQ, je peux définir sigma par ça, et puis par la formule inverse de ça, c'est-à-dire sigma k égale phi de k moins 1 plus 1, d'accord? Alors là aussi, je pourrais refaire ce travail-là, mais je suis sûr que sigma est une permutation de Sn. Hein. Bon, son image en 1, c'est 1, et si je prends un k supérieur ou égal à 2, et inférieur ou égal à n, k-1 est entre 1 et q, d'accord? Donc phi de k-1 est entre 1 et q, et quand je lui rajoute 1, il sera entre 2 et n, d'accord? Donc bah c'est bon, c'est bien ce que je veux, et je suis sûr d'avoir sigma qui, hein, puisque l'image de 1 c'est 1, donc, et puis ça réalise évidemment, c'est injectif, hein, pour la même raison, même démonstration que tout à l'heure, hein. Sur 2n, hein, c'est injectif parce que
si ça, 1 plus phi de k-1 égale 1 plus phi de k'-1, bah, ça donne phi de k-1 égale phi de k'-1, k-1 égale k'-1, k égale k'. Donc je sais que sigma, il appartient bien à Sn. Alors maintenant, phi est une surjection. Donc phi est une surjection, bah ça y est. Et de plus, si sigma est différent de sigma, si j'ai sigma, sigma prime appartenant à Sn et f de sigma égale f de sigma prime, ça va me donner sigma k plus 1 moins 1 égale sigma prime k plus 1 moins 1. Et donc ça fait tout de suite, quel que soit k allant de 1 à p. Et donc ça va me faire sigma k égale sigma prime k pour k entre 2 et puis n, et puis comme sigma 1 est égal à sigma prime 1, ça fera sigma égale sigma prime, donc injection et surjection, donc bijection. La signature de sigma, c'est égal à ça, c'est une formule qu'on connaît, et donc c'est le produit des... Alors, je sépare i égale 1 des i qui n'est pas égal à 1. Donc pour i égale 1, c'est le produit des sigma j moins 1 sur j moins 1, d'accord, fois le produit, et là, i est supérieur ou égal à 2 de ces trucs-là. Alors là, si je regarde bien, c'est ce produit-là. Sigma j ah oui, c'est sigma j moins 1 et j moins 1. Alors sigma j, ben, comme j est entre 2 et n, sigma j est entre 2 et n. Donc sigma j moins 1, il est entre 1 et n moins 1. D'accord? Et comme sigma est une bijection, ben, il va décrire tout 1 n moins 1. Comme j moins 1 qui va décrire tout 1 n moins 1. Donc le produit de tous les numérateurs, ça fera factoriel n moins 1. Et le produit des dénominateurs aussi. Donc ce produit est égal à 1. Alors il reste l'autre. Alors pour l'autre, je fais un décalage sur i et j, et je dis que ça va être le produit des sigma j plus 1 moins sigma i plus 1 sur j plus 1 moins i plus 1. Et les i, du coup, je les mets entre, à partir de 1, j toujours supérieur à i, mais inférieur ou égal à n moins 1, c'est-à-dire q. D'accord? Et ça, sigma j plus 1, sigma j plus 1, ça va être phi de j plus 1. D'accord? Phi de j plus 1, phi de i plus 1, et donc, par soustraction, phi de j moins phi de i. Et là, j moins i. D'accord? Et là, j'obtiens donc la signature de phi. Donc, mon déterminant, qui était égal à ça, d'accord, va devenir égal à, donc c'est somme des sigma, ça on est d'accord, et des m, sigma k plus 1, donc sigma k plus 1, k plus 1. M sigma k plus 1, k plus 1, si je fais une petite translation sur le k ici. Voilà. M sigma k plus 1, k plus 1, c'est n phi k plus 1, k plus 1. Et donc ça fait A de phi k, k. Translation de 1, c'est évident à voir, hein. Il y a une petite translation, quand on passe de A à M, il y a une petite translation de 1 sur la ligne et de 1 sur la colonne. Donc ça fait exactement ça. D'accord? Et la signature de sigma, alors il faut imaginer hein, qu'à chaque sigma, il y a un unique phi. Hein, et que quand sigma décrit S'N, phi décrit SQ. Donc c'est somme pour phi appartenant à SQ de signature des phi, puisqu'elle est égale à signature de sigma, produit des A phi k, k, et donc ça nous fait déterminant de A. Propriété, on a une matrice carrée d'ordre P plus Q, une matrice M. Donc IP c'est la matrice unité d'ordre P, A c'est une matrice d'ordre Q, et B forcément une matrice rectangulaire d'ordre PQ. Alors déterminant de M est égal à déterminant de A. Démonstration par récurrence sur P supérieur ou égal à 1. Donc on va utiliser en fait la propriété qu'on a vue avant. La propriété qui dit que si une matrice a sa première colonne avec 1 en haut et que des zéros après, eh bien
son déterminant va être égal au déterminant de la matrice obtenu en supprimant finalement la première ligne et la première colonne. D'accord? Donc, dans le cas P est égal à 1, ben on est pile dans ce cas-là. D'accord? Donc ici, on va avoir 1, que des zéros en dessous. Là, une matrice B, la matrice A. D'accord? La matrice A qui démarre dès la deuxième ligne et dès la deuxième colonne. Bon, ben, on a vu précédemment, hein, c'est ce que je viens d'expliquer, que le déterminant de M est égal au déterminant de A. Supposons que ça soit vrai à l'ordre P. Et considérons M égale IP plus 1, voilà. Bon, ben là, on fait pareil. Qu'est-ce qu'il y a sur cette première colonne? Il y a 1 en haut et des zéros à côté. Ben, on peut supprimer la première colonne et la première ligne. Et du coup, on retombe sur une matrice qui est de cette forme-là. D'accord? Le A, il n'a pas bougé. Donc, on va avoir déterminant de M égale déterminant de M', et lui, par hypothèse de récurrence, il est égal à déterminant de A. Donc, la propriété est démontrée à l'ordre P plus 1. D'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Et donc, on a le résultat. De seconde propriété, maintenant, au lieu de prendre IP, je mets une matrice carrée A d'ordre P, une matrice B toujours d'ordre Q, une matrice C rectangulaire PQ. Alors, déterminant de M égale déterminant de A fois déterminant de B. Donc là, on a N égale P plus Q, hein, la matrice M est carrée d'ordre N. Hein. On fixe la matrice C, on fixe la matrice B, on prend B0 égale E1 jusqu'à En, la base canonique de E égale K puissance N, et on a WJ, les vecteurs de E, qui ont pour coordonnées, bien, les vecteurs donnés, je dirais, par les colonnes de C, B. D'accord? Donc, ça va être des vecteurs WJ qui vont avoir N lignes. Et donc, ça va être leurs coordonnées, c'est, bon, avec les notations habituelles, hein, C1J, C2J jusqu'à CPJ. Puis ensuite, on prend le relais avec B, BP plus 1J jusqu'à BNJ. D'accord? Ça, ce sont leurs coordonnées dans B0. Et je considère grand F le sous-espace vectoriel de E, engendré par E1 jusqu'à EP, et je prends une famille de P vecteurs de cet espace vectoriel de dimension P. Et je considère F qui a toute famille comme ça, associe le déterminant relativement à la base B de E, de U1 jusqu'à UP, WP plus 1 jusqu'à WN. D'accord? Alors, ceux-là, ils sont fixés, mais là, je fais varier ceux-là. Alors, c'est une forme P linéaire alternée qui est évidente, puisqu'on sait que quand on a un déterminant, d'accord, il est linéaire par rapport à chacune de ses composantes. Hein. Donc, par rapport aux applications partielles d'ordre 1 jusqu'à l'ordre P, il est linéaire. Donc, ça veut dire que si je reprends un UI par UI plus supprime I ou par lambda I, eh bien, je fais les opérations habituelles. Et il est alterné, donc tout ça, c'est les propriétés des déterminants. Donc, F va pouvoir s'écrire F de E1 jusqu'à EP, multiplié par déterminant, hein, puisqu'on part de l'espace vectoriel F, hein, dont la base est B1. Alors, oui, B1, base de F. Donc, fois déterminant suivant B1. Alors maintenant, je regarde F de U1 jusqu'à UP. Bien, les vecteurs K, là, ils ont quoi? Ils ont, à partir du rang P plus 1, les coordonnées sont évidemment nulles. D'accord? Dans la base B de E. Hein. Donc, j'obtiens, en fait, ce déterminant, il est de cette forme-là, où U, c'est la matrice dont les colonnes, les P colonnes, hein, représentent les coordonnées des UJ dans... Alors, pour chaque vecteur, il y a P coordonnées dans la base B0. D'accord? Voilà. Donc, en particulier, je vais avoir F de 1 jusqu'à EP qui va me donner, quand je remplace les UJ par des EJ, bah ici, je vais avoir l'identité. D'accord?
Et ce déterminant, je le connais, j'ai déjà prouvé avant, c'est le déterminant de B. D'accord? Donc, ça, en fait, c'est égal à déterminant de B. Donc, f est égal à f de U1 jusqu'à UP, ça va être déterminant de B, multiplié par déterminant des UI dans B1. D'accord? Alors, le déterminant des UI dans B1, eh bien, c'est exactement le déterminant de la matrice U. Parce que les BI dans U1, leur matrice, c'est celle-là. Donc, ça fait déterminant de B fois déterminant de U, et c'est terminé. Maintenant, je reviens à la matrice A qu'on me donne au départ. Ben, je vais prendre pour UJ les vecteurs dont les coordonnées sont données dans la base B de E, de K puissance N, par les colonnes de A. Par les colonnes de A complétées par des zéros, bien sûr. D'accord? Et à ce moment-là, bah, j'utilise le résultat qu'on a là, par les colonnes de A complétées par des zéros. Oui, c'est ça. Et là, j'utilise le résultat qu'on a là, et je vais avoir déterminant de M égale déterminant de B multiplié par, là, je vais avoir U, en fait, va être égal à M. U ici, pas à M, U va être égal à A. D'accord? Donc ça va me faire déterminant de B fois déterminant de A. Et la propriété est démontrée.